Se retrouver pour la commémoration des 80 ans de sa mort pour la France, dans ce grand lycée qui perpétue sa mémoire. Je remercie Monsieur le Proviseur Thierry le personnel et les élèves de nous faire participer à cette importante et émouvante cérémonie. Merci et bravo pour cette belle structure qui accueillera chaque jour enseignants, élèves et visiteurs du lycée en portant haut les valeurs de la résistance. Bravo à vous, chers élèves de première bac pro, pour ce gros travail fourni autour du devoir de mémoire avec l'accompagnement de M. Baduil, notre professeur. Merci, chers anciens professeurs du lycée, de perpétuer la mémoire du Centre d'enseignement professionnel Sixte-Vignon. Enfin, M. Mocassin, merci d'avoir apporté votre témoignage sur le corps de Franck Omias, qui m'a appris beaucoup de choses. Avant la dissolution de l'armée, en novembre 1942, mon père était capitaine au régiment de hussards. À partir de 1943, sa nouvelle activité professionnelle au sein de l'Union paritaire corporative est de diriger les centres de formation professionnelle. Voici quelques extraits de l'allocution que prononça en juin 1945 un administrateur de l'UPC. Sixte-Vignon devient le directeur des centres de formation professionnelle gérés par l'UPC. Dans cette situation, il va se trouver en permanence en contact avec les directeurs, les cadres des centres et les 600 jeunes apprentis qui y sont formés, et aussi avec les meilleurs professionnels du département. Son esprit ouvert lui permet de s'adapter à une formation adéquate. S'il reçoit, il donne à son tour et largement. Il apporte à la vie des centres un élan, un souffle de vie qui était bien sa marque à lui. Cette fonction lui a permis de faire vivre sa famille, mais aussi d'assurer une couverture à son engagement dès la fin de 1942 dans l'organisation de résistance de l'armée, comme adjoint du capitaine de Moupou, commandant du bataillon des Hautes-Pyrénées du corps Franck-Omias. Chargé du recrutement, il s'y emploie activement, assure de nombreux parachutages et passages de pilotes alliés en Espagne. Il est activement recherché par la Gestapo qui le considère comme un chef de maquis. Le 7 juin 1944, alerté par un agent de liaison qu'une de ses unités se trouve aux prises avec les Allemands, à proximité de Goudon, il se porte immédiatement sur les lieux de combat, mais tombe dans une embuscade qui est mortellement blessé, ainsi que le pilote de sa motocyclette, Camille Mathieu. Je suis très honoré que cet établissement porte le nom de mon père et témoigne ainsi, auprès de la jeunesse, de son engagement à la fois pour la formation des jeunes et la liberté de notre patrie. Maintenant que je vous ai dit tout cela, je voudrais dire aussi à quel point je tiens à remercier le lycée Sixte-Vignon pour le rôle très important qu'a été le sien à donner une réalité à l'image de mon père et donc à lui redonner vie. Bravo! Sixte-Vignon, pour moi, donc, a été l'un des héros, victime malheureuse donc, de cette guerre. Et son appartenance au corps Franck-Omias nécessite peut-être quelques explications. Et je vais commencer tout d'abord par celui qu'on appelle le chef. Parce que j'ai entendu parler tout à l'heure que Sixte-Vignon était le chef. Il faut savoir que dans l'organisation du corps Franck-Omias, il y avait des chasseurs, des hommes de base, et au-dessus, les chefs, sans aucune notion donc de grade ou d'échelon. Et le chef des chefs, c'était bien André Pognès. Il est né à Bordeaux en juin 1904 et 20 ans plus tard, il est entré à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. Il est nommé sous-lieutenant 26 et 10 ans après, il est breveté de l'école supérieure de guerre, capitaine, et il a été affecté à Prague afin d'enseigner à l'école supérieure de guerre tchécoslovaque. Il faut savoir qu'avec André Pognès, nous avons affaire tout d'abord à un militaire
et surtout un spécialiste du renseignement. C'est ce qui expliquera ensuite son action donc, dans le corps franc. En 1938, il est placé à la tête du bureau des renseignements à Lyon, où il crée un centre important de contre-espionnage sous les ordres du lieutenant-colonel Schlesser, qu'il va rejoindre à Paris en 1940, ce qui lui permettra, le moment venu, de mettre à l'abri d'importantes archives. La France vaincue, il est chargé du commandement de la 5e compagnie à Pau, après avoir accepté d'organiser la mobilisation secrète. Il est envoyé en octobre 1942 à l'état-major à Toulouse. Et, date fatidique, le 11 novembre 1942, l'armée d'armistice est dissoute et les troupes allemandes envahissent la zone libre. Il avait été promu commandant peu auparavant et il va garder dans une vie apparemment civile tous ses contacts militaires. Voici donc désormais l'histoire du corps franc premier. C'est évident que c'est une histoire résumée, à créer dans un premier temps ce qu'on appelle un corps franc, ce que nous actuellement nous appellerions un commando. Et il constitue clandestinement le corps franc P. P comme pyrénéen, et ce n'est que bien plus tard qu'on donnera ensuite à ce nom de corps franc P le nom de corps franc Pommiès, en hommage donc à son fondateur. Dans l'histoire du corps franc Pommiès, il y a de 42, du 11 novembre jusqu'au 6 juin 1944, une période de clandestinité et qui va être consacrée donc à une lutte contre l'occupant qui va s'organiser dans le secret et qui attendra le 6 juin 1944 pour passer à ce qu'on appelle la lutte ouverte. À partir du 6 juin, les maquisards sortent de l'ombre et livrent une guérilla intensive aux Allemands en s'emparant donc de plusieurs villes du sud-ouest. C'est ainsi que les hommes du corps franc Pommiès vont livrer des combats importants, des harcèlements et des attaques, et évidemment un certain nombre d'embuscades et de sabotages. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette organisation du corps franc Pommiès était liée à une organisation en petits groupes. Il n'y avait jamais plus d'une trentaine d'hommes mis à disposition d'un chef. Les volontaires du corps franc étaient entraînés, disciplinés, n'opérant que par petits détachements, et devenus soldats de l'armée régulière et volontaire, ils reprennent le drapeau du régiment de Bayonne, le 49e RI, régiment d'infanterie, et ils continueront donc leur action en poursuivant l'ennemi pour aller donc jusqu'à sa tanière, c'est-à-dire en Allemagne, sachant que le corps franc Pommiès est parti de Toulouse, en remonté donc vers le nord de la France jusqu'à Haute, où beaucoup de jeunes ont connu le baptême du feu, mon père par exemple, et ensuite ils ont continué à repousser l'ennemi vers les Vosges, où dans l'hiver 44-45, il y a eu donc de très nombreux combats et évidemment de très nombreuses victimes, avant de pouvoir franchir le Rhin jusqu'à Stuttgart, voire jusqu'à Berlin. C'est Gabriel Delaunay qui parle. Le corps franc Pommiès n'est pas seulement la plus exceptionnelle unité de la résistance française, il est plus que cela. Il est la résistance, R majuscule, dans sa pureté originelle, la résistance sans arrière-pensée et sans calcul, la résistance spontanée, née d'un refus venu du fond des êtres. Il a rassemblé des hommes jeunes, préféraient mourir plutôt qu'accepter une vie dans une patrie occupée, humiliée, accablée par la force, au service d'une doctrine dégradante. Ils avaient repris leur dignité, proclamé leur droit de choisir. Ils avaient commencé à rêver de notre avenir tout de fraternité. Pour le réaliser, ils avaient toutes les audaces et oubliaient toutes les prudences. C'étaient les soldats de l'an 2 de notre siècle. Donc elle a un sens de lecture. Le sens de lecture, c'est de bas en haut. Donc sur la voile du bas, différents éléments qui rappellent la résistance.
résistance nationale. Sur la voile au centre, on a le portrait de Jean Moulin, qui était venu en France pour unifier tous les réseaux de résistance. On a également celui du commandant Sixte Vignon. Et en fait, sur la voile du haut, différents éléments qui rappellent le débarquement, avec un navire, des parachutistes, des avions, ainsi que la croix de Lorraine et la colombe de la paix de Picasso. Cette structure, elle est maintenue au sol par ce qu'on appelle des hérissons tchèques. 2 hérissons tchèques. Ces hérissons tchèques étaient posés sur toutes les plages de Dunkerque jusqu'à Bayonne et devaient empêcher l'ennemi pour les Allemands bien évidemment, de débarquer, puisque les Allemands s'attendaient à ce qu'un débarquement soit fait dans cette période. Donc voilà, par contre ces hérissons tchèques, eux ils sont faits en métal, ils ne sont pas du tout faits en aluminium parce qu'il faut qu'ils soutiennent quand même la structure. Donc, cette structure a remporté le prix Marcel Langer au moment du concours de l'ONAC. Puis après, elle a été exposée dans les jardins du rectorat pendant 3 semaines, à la demande de Madame la rectrice à l'époque. Donc avec les élèves, nous étions allés jusque dans le rectorat et on avait remonté cette structure qui est restée pendant 3 semaines. Et puis après, elle est revenue au lycée, elle a été exposée au lycée. On a profité des 80 ans du débarquement, ainsi que de l'anniversaire, de la commémoration de la mort du commandant Sixte Vignon pour remettre en avant cette structure et la mettre dans cet endroit du lycée où tout le monde va pouvoir la voir dorénavant.